Radio Pays. Et oui, on va parler ce matin d'harcèlement scolaire, d'harcèlement à l'école, un sujet longtemps tabou mais qui semble aujourd'hui, à l'instar d'un grand nombre d'autres problématiques, se décanter. On en parle de plus en plus avec une libération de la parole des victimes grâce notamment au travail des équipes éducatives et des associations. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Véronique Baboul. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, aux auditrices également. Merci beaucoup d'être à notre micro ce matin, Véronique Baboul. Vous êtes référent harcèlement scolaire au rectorat de Guyane. Autant les violences physiques, les violences scolaires physiques sont clairement identifiables, on comprend tout de suite de quoi est-ce qu'on parle, on voit tout de suite de quoi est-ce qu'on parle, autant la notion même de harcèlement, elle est plus complexe à comprendre. Il y a différentes facettes du harcèlement scolaire. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous donner des exemples très concrets de cas de harcèlement à l'école ? Alors effectivement, il faut vraiment faire la différence entre une violence classique, j'allais dire entre guillemets, une micro-violence, comme on peut l'appeler, effectivement avec le harcèlement entre les élèves. Oui. D'accord ? Alors le harcèlement, pour sa définition, c'est une violence déjà. C'est une violence qui se répète, une violence qui peut être physique, verbale, psychologique. Et donc la répétition fera toute la différence en fait. Avec une violence, comme je disais, entre guillemets classique, où là on aura juste un fait un peu isolé. C'est pas quelque chose d'épisodique, c'est quelque chose qui a tendance à se reproduire dans le temps. D'accord. Alors ça peut être sous la forme d'insultes, bousculades, brimades. Les élèves prennent ça les jeunes prennent ça pour un jeu la plupart du temps. Et donc donc la répétition, la violence, donc une violence répétée. Et également, donc une troisième caractéristique, ce serait l'isolement de la victime. D'accord ? Souvent, ce sont des victimes qui s'isolent justement pour éviter leur agresseur. Et souvent, c'est une victime qui ne peut pas se défendre. Voilà. Qui tombe dans l'isolement à cause de ces cas de harcèlement scolaire. C'est important de le préciser parce que dans de nombreux cas, on se rend compte que après coup, des victimes se rendent compte quelles étaient la cible de harcèlement. La première chose à faire, c'est déjà être capable de mettre un mot sur ce qui nous arrive. Tout à fait, parce qu'au début, effectivement, la victime ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle est dans ce qu'on appelle la sidération. Donc elle est sidérée, elle ne comprend pas pourquoi moi, qu'est-ce qui m'arrive en fait. Et au fur et à mesure, elle commence à comprendre en fait. Et le problème qui se passe, c'est que souvent les victimes ne parlent pas. On a cette espèce de loi du silence qu'il faut absolument briser pour permettre justement qu'on puisse intervenir assez rapidement. D'accord ? Parce que plus une situation de harcèlement s'installe, plus effectivement ça prend des proportions et ça peut aller jusqu'à effectivement des dépressions, jusqu'au suicide, jusqu'au drame malheureusement. Et ce tabou, cette loi du silence, elle vient d'où à vos yeux ? C'est quoi ? C'est la peur d'être jugé, la peur d'en parler aussi à des adultes ? Parce que là, on va le rappeler, on parle bien d'enfants qui parfois peuvent avoir des difficultés à parler à leurs parents, à leurs enseignants, aux équipes éducatives de ce qui leur arrive. Le ciment même du harcèlement, c'est la peur. La peur et la honte, j'allais dire aussi. Bon, ça va de pair de toutes les manières. La peur d'en parler, mais pour diverses raisons. La peur notamment des représailles. Un enfant qui va commencer à parler, il va se dire oui, mais si je parle, je vais avoir, ça sera pire pour moi. C'est souvent ce que les victimes disent, ce sera pire pour moi. Voilà, donc la peur d'en parler, la honte aussi, parce que évidemment, quand on n'arrive pas à se défendre, on a honte vis-à-vis des autres. Donc la honte aussi, c'est un ciment du harcèlement. Quoi. Et ça, Véronique Baboul, comment est-ce que ça se règle ? Parce qu'on comprend bien, vous, en tant que rectorat, ce que vous pouvez faire une fois que vous êtes au courant d'une situation concrète de harcèlement scolaire, mais sur la question justement de ce tabou, de ce silence, comment est-ce que vous, adultes, rectorat, enseignants, vous arrivez justement à faire en sorte que la parole, elle se libère de plus en plus ? Alors c'est la prévention. C'est de la prévention, les actions de prévention qui se font non pas une fois dans l'année, mais tout au long de l'année scolaire, il faut de la prévention. C'est important. La prévention, alors on a des élèves ambassadeurs, des collégiens ambassadeurs contre le harcèlement. On a également des jeunes ambassadeurs, et là ce sont des écoliers qui sont ambassadeurs, et également des lycéens ambassadeurs. C'est quoi ces ambassadeurs exactement ? Alors, ils sont formés, c'est ça ? Voilà, ce sont des élèves formés à la question du harcèlement, formés aux actions de prévention du harcèlement. Alors attention, ils n'interviennent pas du tout dans le traitement des situations. Le traitement appartient aux adultes. Et donc, ils font des actions de prévention parce que ce qu'on a constaté, c'est que finalement, ces élèves-là vont avoir un message
ils vont parler à leurs camarades et le message va mieux passer que si ce sont les adultes qui en parlent, évidemment. Ils ont leur code, ils ont leur façon de parler, qui leur appartiennent bien sûr, et qui donc ce sera beaucoup plus percutant, j'allais dire, donc envers leurs camarades. Pour ne pas avoir un traitement vertical finalement Exactement. de l'adulte qui va donner des leçons à l'enfant. Tout à fait. Les choses sont Parce partagées. que ça leur appartient aussi quelque part, c'est leur histoire. Bon, voilà. Donc, effectivement, donc on a ces élèves-là qui sont encadrés par des référents harcèlement. Donc, je profite de l'antenne pour les remercier aussi, également remercier les élèves, mais aussi les adultes, les personnels qui s'engagent justement pour encadrer ces élèves-là. Et ces référents harcèlement, ce sont des adultes. Alors, donc, ce sont des personnels de tout corps confondu. Alors, généralement, ce sont des CPE. De tout corps confondu, qui encadrent donc les élèves ambassadeurs, qui les aident à mener des actions de prévention tout au long de l'année, mais également ces référents-là font partie d'une équipe ressources pour le traitement des situations. Il y en a combien de ces référents harcèlement Alors, il y en a Guyane dans chaque établissement scolaire, donc chaque collège, dans chaque lycée. On est en train de détendre le dispositif pour les écoles aussi également. Et puis, vous savez, avec le programme phare, donc le programme lancé par le ministère, donc c'est un programme de lutte, de prévention et de lutte contre le harcèlement. Donc, si vous voulez, c'est une batterie d'outils pour renforcer la prévention, pour renforcer la lutte. Et donc, les établissements seront engagés dans cette lutte vraiment, avec une labellisation, etc. Enfin bon, ce serait un peu long pour en parler là, mais vraiment, c'est du concret, quoi. Vraiment, on est du concret pour venir en aide aux victimes, mais aussi prendre en charge les auteurs, parce que c'est important de les prendre en charge. Et également les témoins. Vous savez, le harcèlement, c'est triangulaire. Je dis toujours, il y a la victime, le ou les auteurs et les témoins. Il ne faut pas les oublier, les témoins, parce que ça peut être aussi demain des futurs harceleurs. On parle d'établissement scolaire depuis tout à l'heure. De manière générale, est-ce qu'il y a des âges, des classes, école primaire, collège, lycée, où les risques de harcèlement scolaire sont les plus grands? Alors, on dit, enfin d'une manière générale, qu'effectivement, en école primaire, ça commence en école primaire. Vous savez que les élèves souvent se suivent d'école en école, voilà, école et collège et puis lycée. Donc ça commence vraiment en école primaire, ça se concrétise un peu plus au collège et puis au lycée, bon voilà quoi. Mais c'est-à-dire que ça s'aggrave en fait au fur et à mesure des années. On a des situations qui perdurent depuis l'école primaire. Et on le sait peut-être au lycée, qu'à partir du lycée ou qu'à partir du collège. Voilà. Ça vient d'où, Véronique Baboul? Je me doute bien qu'il y a autant de cas de harcèlement qu'il y a d'élèves, mais est-ce que vous arrivez malgré tout à déceler, on va dire, des caractéristiques qui reviennent souvent, des raisons qui reviennent souvent et qui sont à l'origine de harcèlement? Vous savez, le harcèlement a toujours existé. Toujours existé quand on regarde, voilà, on peut le constater, ça a toujours existé, sauf que maintenant, donc, on met des mots là-dessus. Les élèves, enfin les jeunes en général prennent ça pour un jeu. D'accord. Pour un jeu, alors tous les spécialistes ne sont pas tout à fait d'accord en disant qu'il y a une intention de nuire ou pas. Voilà, on ne peut pas le savoir, mais la plupart des spécialistes sur la question disent qu'il y a une intention de nuire. Alors c'est possible, effectivement. Mais moi je dis souvent, et je le répète souvent aux parents, on n'est pas méchant. Ce ne sont pas des élèves qui sont méchants, ce sont des élèves simplement, des jeunes qui n'ont pas pris conscience, tout simplement. Il faut les amener à prendre conscience de la situation. Ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils ont fait. D'accord ? Et il faut les amener à prendre conscience. Et il y a des techniques pour les amener justement à prendre conscience. Et il y a un profil du harceleur ? Il n'y a pas un profil type. Non. Il y a des choses qui se regroupent un petit peu, mais il n'y a pas de profil type. En tout cas, ce que l'on sait pour le harceleur, c'est qu'au moment où il commet son acte, il n'a pas d'empathie pour sa victime. Voilà. Donc il faudra vraiment travailler sur l'empathie du harceleur pour justement l'amener à prendre conscience. Et après, sur la victime, elle devient, entre guillemets, victime à cause d'une faiblesse qui va être pointée du doigt et aggravée par son harceleur. Exactement, il peut arriver à un moment donné qu'elle connaisse peut-être une situation difficile dans sa vie, un vécu difficile, il peut avoir plusieurs raisons, qui fait que son mal-être est identifié par les autres et qui vont s'en servir justement pour nuire, entre guillemets. Alors les conséquences de ce harcèlement scolaire sur la scolarisation de l'élève, sur son rapport à l'école et sur les conséquences à long terme également, parce que on l'a dit, ce sont des situations qui peuvent parfois durer plusieurs années. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples justement de ces conséquences ? Alors, une des conséquences déjà, première j'allais dire, c'est l'absentéisme. Un élève qui ne va pas bien et qu'il sait que ses agresseurs sont dans son établissement scolaire, vous vous en doutez qu'il n'ira pas, il essaiera de ne pas y aller, d'accord ? Ou s'il y va,
ben, il va rester dans la cour de récréation, il va essayer de les éviter, il va choisir les cours où il pourra se sentir peut-être un peu plus en sécurité. Un élève qui est victime de harcèlement, l'école, le collège ou le lycée dans lequel il est, ne paraît plus pour lui l'endroit sécurisant. Donc forcément, il va commencer à s'abstenir, à s'absenter, pardon. Et donc déjà, il y a ça, il y a l'absentéisme. Ça peut développer une phobie scolaire aussi, également. On en a déjà eu. Des élèves qui ne veulent plus du tout, même pas passer devant l'établissement scolaire, tellement c'est toxique pour eux, en tout cas. Et donc la phobie scolaire, l'absentéisme, la dépression, bien sûr, et puis on peut somatiser, d'accord ? Un élève qui est victime de harcèlement peut avoir ce qu'on appelle la boule au ventre, peut faire des cauchemars la nuit, peut développer, somatiser, hein, le corps répond justement au préjudice, par exemple la boulimie, l'anorexie, et que ça peut aller jusqu'au suicide malheureusement, ou à la tentative de suicide. Du coup, c'est quoi les bons gestes à avoir quand on est de la famille, quand on est parent, voire même quand on est ami aussi d'un élève et qu'on se rend bien compte que quelque chose ne va pas, que le harcèlement continue, voire s'intensifie, et qu'on est extérieur finalement à ce genre de situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en parler. Briser la loi du silence. Voilà, briser vraiment la loi du silence, il faut en parler le plus possible, en parler au chef d'établissement, en parler au directeur d'école s'il s'agit d'une école, en parler aux référents. Nous avons des référents au sein des établissements scolaires qui sont formés à la question, donc il faut en parler. Et puis, vous avez des numéros verts aussi, le 30-20, le numéro national. Hein. Quand un parent ou un élève appelle le 30-20, ça redescend forcément chez nous, et donc ça me met une alerte. Et là, à ce moment-là, j'interviens immédiatement auprès de l'établissement. D'accord ? Donc, vous avez le 30-20. Le 30-20, c'est une plateforme téléphonique pour le harcèlement, dédiée au harcèlement. Vous avez des spécialistes qui conseillent, qui orientent, qui vous donnent la marche à suivre. Ensuite, vous avez le 30-18, qui est spécialisé, donc c'est le net écoute, qui est spécialisé dans tout ce qui est cyberharcèlement. D'accord ? Puisqu'il faut savoir que, concernant le cyberharcèlement, il y a une convention qui a été passée donc, avec l'éducation nationale, avec les réseaux sociaux, pour que, par exemple, quand il s'agit d'une vidéo toxique qui est diffusée, qu'on puisse faire appel justement aux réseaux sociaux pour mettre un voile sur la vidéo. Bon, c'est un exemple, mais bon, on arrive quand même à retrouver l'auteur, si c'est possible, en tout cas, on retrouve l'auteur. Enfin bref, et donc, du coup, et vous avez le numéro vert local, qui est le 0800 00 66 24. Voilà, et là, c'est le numéro vert local, c'est moi je réponds, avec ma collègue aussi, qui est aussi référente académique de lutte contre le harcèlement, Madame Lisa Robert. On rappellera encore à la fin de l'interview ce numéro de téléphone. Vous avez prononcé le mot de vidéo, de réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'il y a une complication supplémentaire aujourd'hui, c'est que le harcèlement, qui parfois peut commencer à l'école, parfois il ne pourra jamais s'arrêter avec le harcèlement en ligne, sur les réseaux sociaux, par message, sur WhatsApp. Vous êtes, on l'a dit, du rectorat, donc votre champ de compétences finalement il s'arrête au portail de l'école. Comment est-ce qu'on fait pour justement prévenir ce genre de situations qui peuvent déraper sur les réseaux sociaux ? Alors justement, ça s'arrête pas forcément au portail de l'école. Ah, c'est pas que au portail de l'école, d'accord. À partir du moment où ça concerne un élève, on est tous concernés. Vous êtes concernés, d'accord. D'accord. Donc c'est important aussi d'agir pour le cyberharcèlement. Effectivement, un élève qui est harcelé à l'école, finalement l'élève n'est plus tranquille nulle part, puisqu'il est plus tranquille à l'école. Ensuite, sur le chemin aussi, il peut être harcelé sur le chemin de l'école et arriver chez lui, parce que vous savez, normalement, les élèves n'ont pas le droit d'ouvrir leur téléphone portable à l'école. Donc, normalement, arriver chez lui, il ouvre son téléphone et là, il est harcelé. Donc, finalement, il est en sécurité nulle part. D'accord. D'ailleurs, très concrètement, le harcèlement en ligne, c'est quoi ? C'est des insultes, c'est des menaces ? C'est des insultes, des messages. Oui. Insultes, menaces, voilà. Et puis de l'humiliation, dénigrement, etc. Voilà. C'est ça, exactement. Et on fait quoi du coup pour ça ? Il y a vraiment quelque chose à faire, des actions à mettre en place ? Ah oui, bien sûr. On conseille aux parents en tout cas de faire des captures d'écran. D'accord, c'est important. De déposer plainte. Alors là, ça je le répète souvent, c'est qu'il faut déposer plainte. Même s'il s'agit d'enfants, d'élèves, il faut déposer plainte. Parce que souvent, on a tendance à ne pas forcément porter plainte parce qu'on ne veut pas, etc. On ne veut pas déranger. Mais on ne veut pas déranger. Mais c'est important de déposer plainte, d'accord ? Parce qu'il y a un rappel à la loi qui peut être fait. Enfin, il y a des sanctions qui peuvent être données aussi également pour les auteurs. Donc c'est important. Vraiment. Même si ce sont des enfants, parce que c'est ça qui est compliqué. Enfants, bien sûr. Est-ce qu'on a des chiffres Mais on essaie en tout cas, excusez-moi, avant d'arriver à la sanction, alors je ne parle pas pour les cyberharceleurs forcément, mais quand il s'agit d'un harcèlement, avant d'arriver à la sanction, on essaie de mettre en place des méthodes éducatives. Oui. D'accord ?
pour arriver, comme je vous ai parlé tout à l'heure, que le harceleur manque d'empathie, pour travailler sur l'empathie avec le harceleur supposé. Il est déjà 7h29, oui, donc on va malheureusement devoir bientôt terminer. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres, Véronique Baboul, en cas de de harcèlement dans les établissements guyanais? Est-ce qu'on sait si c'est quelque chose qui est une tendance qui est à la hausse ou bien qui est à peu près stable par rapport aux années précédentes? Alors, c'est une tendance qui est un petit peu à la hausse, puisque vous savez, on a eu droit au confinement, ce qui n'a pas aidé non plus, puisque là, évidemment, les réseaux sociaux ont pris toute leur place, Internet, etc. Donc, on a une petite augmentation, effectivement. Bon, je vais vous donner un chiffre, une 60aine de dossiers, mais ce n'est pas, à mon avis, significatif, puisque, comme je vous ai dit, il y a la loi du silence, oui. Donc les victimes ne parlent pas, donc on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément parlé et qui ont subi, effectivement, d'accord. Mais ces dossiers-là ont été traités, transmis aussi au parquet, parce qu'on travaille beaucoup avec le substitut du parquet chargé des mineurs, donc pour toutes les questions de harcèlement et de cyberharcèlement. D'autant plus que toutes ces questions, ça fait combien de temps qu'elles sont vraiment prises en compte en Guyane, mais finalement comme dans tout le reste de la France? Alors en Guyane, ça fait plus de 5 ans, on a la 6e année où on a mis en place des actions. Oui. Voilà. Qui commencent à porter ses fruits? Ah ben bien sûr, avec la méthode dont je vous ai parlé, la méthode de la participation partagée, et puis le programme phare aussi. On a quand même une stabilité, en tout cas depuis cette année, une stabilité des situations, donc, et une prise en compte plus importante des situations. On va rappeler, et pour terminer, Véronique Baboul, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui sont en train de nous écouter et qui sont dans ou qui connaissent d'ailleurs une situation de harcèlement scolaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est-ce qu'il faut contacter? Qui est-ce qu'il faut appeler? Alors, la première chose à faire, c'est contacter le chef d'établissement ou le directeur d'école. Ça, c'est la première des choses à faire. Vous avez également des numéros verts à votre disposition. Donc, je rappelle les numéros verts, c'est le 3020, le numéro vert national. Il faut savoir qu'un numéro vert, c'est un numéro gratuit. Donc, on peut appeler aussi avec les téléphones portables. Ça, c'est pour le national. Pour le national. Encore pour le national, donc le 3018 qui est consacré au cyberharcèlement, donc Net Écoute. Et puis le local, et là, c'est moi qui réponds et ma collègue, au 0800 00 66 24. Voilà. Merci beaucoup, le message est passé, l'information est passée. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Véronique Baboul, on le rappelle, vous êtes référente harcèlement scolaire au rectorat de Guyane. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée. Merci, au revoir. Radio Pays.